Dounia Boumehdi, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. merci à vous de m'avoir invité. Je vais commencer par dérouler votre parcours. Donc, vous êtes diplômé de l'Institut supérieur de gestion de Paris en finance internationale et marché des capitaux et titulaire de l'executive master management en mode projet de l'École des mines de Paris. Vous comptez à votre actif 18 années d'expérience dans le domaine du private equity, dont près de 9 ans à CDG Capital Private Equity, qui est la filiale de la Caisse des dépôts et de gestion, dans des fonds de capital développement avec des actifs cumulés sous gestion de plus de 700 millions de dirhams. Vous avez également été lauréate en octobre 2017 du programme Tech Women, lancé par le département américain pour la promotion des femmes leaders dans le secteur des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, faisant ainsi partie, bravo, des 100 femmes retenues sur 4000 en Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud. Vous êtes également un acteur actif de l'écosystème entrepreneurial en étant mentor et jury de plusieurs compétitions nationales et internationales. Et vous êtes vice-président de la commission amorçage au sein de l'Association marocaine des investisseurs en capital, l'AMIC, et faites partie du board de plusieurs associations de soutien et promotion dans l'entrepreneuriat. Vous êtes aujourd'hui, Dounia, directrice générale de MITC Capital depuis 6 ans, société gestionnaire du Maroc Numérique Fond 1 et Maroc Numérique Fond 2, qui est le fonds d'investissement, pour rappel, dédié au financement des entreprises marocaines opérant dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication au Maroc. C'est bien ça? Exactement, c'est exactement ça. Très bien. Alors, Dounia, j'aimerais savoir dans un premier temps, comment avez-vous vécu les tout premiers jours de la crise sanitaire et en particulier l'annonce du confinement le 20 mars dernier? On l'a vécu un peu comme tout le monde, c'était totalement inattendu. Enfin, vu de loin, vers février-mars, on avait l'impression que c'était vraiment confiné à certains territoires à Wuhan et qu'en aucun cas ça pouvait nous arriver. Donc, on s'est senti un peu invincible en début d'année. Et puis, les choses se sont un peu accélérées, et même trop vite. Et finalement, l'annonce du confinement a été un peu quand même un coup de massue pour les Marocains. Je pense que personne ne s'y attendait. Mais avec du recul, on se dit que vraiment c'était la meilleure décision à prendre. Et surtout, il fallait bloquer un peu la circulation du virus en arrêtant un peu la circulation des personnes entre le territoire. Ceci dit, ça a été totalement inédit, donc il a fallu un peu s'adapter très très rapidement avec les moyens de bord, sachant que on n'a jamais pensé, on n'a jamais cru vivre une crise sanitaire de cette façon-là, qui touche le monde et tout le monde est finalement à la même enseigne. On est confiné chez nous à attendre les statistiques de fin de journée pour voir comment tout cela évolue. Ça a été très angoissant au début, mais on s'y est adapté par la force. On n'avait pas trop le choix. Absolument. Alors justement, quel dispositif vous avez mis en place après ces premiers jours? En fait, c'est un dispositif qui s'est imposé de lui-même. Il fallait passer en mode télétravail. Bon, nous, on a la chance quand même d'être une structure à taille humaine. On est 5 personnes avec des domaines d'intervention très précis. Donc, il y a des personnes qui sont sur la partie administrative, d'autres qui sont sur la partie métier. Et on a des personnes qui sont chargées de la partie suivi du portefeuille. Donc, les rôles étaient assez précis. Et on a aussi la chance on est organisé en mode cloud. Donc, en termes d'accessibilité aux documents, tout a été très bien géré parce qu'on a toujours fonctionné de cette façon-là. Et le télétravail a bien fonctionné. Après, il fallait gérer cet aspect plutôt réunion parce qu'on avait l'impression on ne savait pas du tout comment ça allait se faire. Et puis, tout le monde a adopté ces outils de visioconférence assez rapidement. Donc, nous, on a
on a la chance et peut-être on en parlera tout à l'heure et même le devoir d'avoir maintenu notre activité parce que on a eu des journées aussi remplies que si on était à nos bureaux. Donc on a continué nos opérations d'investissement qui ont été validées avant la crise sanitaire. Nos opérations de suivi de portefeuille sur nos différentes lignes ont été renforcées parce que là, il fallait vraiment faire un tour à 360 degrés pour chaque participation pour voir comment elles allaient être impactées par la crise. Et c'est là aujourd'hui notre principal rôle, parce qu'il faut voir celles qui peuvent encore tenir 18 ou voire 24 mois, qui ont les reins solides en termes de trésorerie. Dont le business model n'a pas été chamboulé par la crise, et puis celles qui ont été totalement épargnées et qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc c'est vraiment un travail de fourmi qu'on est en train d'opérer au jour le jour, sans parler des autres, de l'autre partie assistance et conseil qu'on leur fait régulièrement pour bénéficier de l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place par les autorités pour un peu absorber les dépenses et financer le BFR de nos sociétés. D'accord. Donc du coup, c'est quoi pour vous les plus grandes difficultés rencontrées du coup depuis dans cette phase-là, et peut-être aussi les opportunités, parce que c'est vrai que vu le domaine que vous couvrez, on se dit que peut-être les opportunités se présentent ou se présenteront de par cette nouvelle configuration. Clairement, déjà nous par rapport à notre portefeuille, comme on est un fonds qui opère principalement dans les technologies de l'information, donc nos participations se sont bon an mal an pas mal sorties de cette crise. Enfin, elles résistent bien. Donc on avait des participations dans le portefeuille qui avaient pas des reins solides en termes de trésorerie, mais qui ont pour l'instant assez de trésorerie pour tenir encore peut-être quelques mois. Certaines pas du tout, parce qu'il y en a celles qui sont liées par exemple à des budgets publicitaires ou des annonceurs publicitaires, et on sait maintenant que tous les budgets marketing et pub sont passés à la trappe. Il y en a d'autres qui sont liées au secteur de l'immobilier aussi, et on sait très bien que le secteur immobilier est fortement impacté aujourd'hui par la crise. Donc, si vous voulez, on n'a pas aujourd'hui le recul nécessaire pour faire un bilan vraiment détaillé de l'impact en termes de chiffres sur chacune de nos lignes, mais on se dit que globalement, elles s'en sortent relativement bien. Et puis nous aussi, on fait bloc avec participation pour rester vraiment très présente auprès d'elles, soit en les soutenant, c'est-à-dire en débloquant certaines lignes de compte courant pour les soutenir quand c'est possible, ou alors les orienter vers tous les produits qui ont été déployés par la Caisse centrale de garantie en en collaboration avec le système bancaire, et faire l'appui nécessaire pour les dans des délais assez courts. Bon, bien sûr, il y a des secteurs qui vont être impactés plus que d'autres. D'autres qui vont s'en sortir beaucoup mieux. Par exemple, tout ce qui est industrie de l'hôtellerie, du retail, du voyage, de la mobilité ou encore de la mode vont être des secteurs qui vont être durement affectés par la crise. À l'inverse, et on l'a très bien vu, tout ce qui est MEDTech avec les outils de téléconsultation, avec la mise en place des tests, les solutions de livraison autonome, d'apprentissage en ligne, tout ce qui est relatif à l'éducation. Les jeux vidéo aussi, tous les outils de facilitation de travail. Enfin, tout ça aujourd'hui vont être des secteurs qu'on regardait avant et qu'on va regarder vraiment beaucoup plus. Et surtout, on va être vraiment focus sur tout ce qui est attrait à la médecine, parce qu'on voit aujourd'hui toute l'importance que ça a, à l'éducation et à tout ce qui est facilitation des méthodes de travail. Mais clairement, aujourd'hui, pour les fonds d'investissement, il y a de vraies opportunités qui se profilent.
D'accord, c'est intéressant. Alors du coup, est-ce qu'il y a déjà des enseignements que vous pouvez tirer de cette période ou de nouvelles habitudes à adopter à la lumière de ce premier vécu, si ce n'est qu'en organisation? Alors c'est bien, vous dites que vous étiez déjà en cloud, donc ça permet assez Ouais, vite de clairement. passer en home office. Vous êtes cinq, vous dites il y a une répartition des tâches très claire, donc j'imagine que voilà, les équipes savent où elles doivent aller. Néanmoins, est-ce que déjà vous avez des enseignements, Dounia, de cette période à tirer? En fait, je pense que le premier enseignement, et c'est ce que la plupart va peut-être garder même après des confinements, c'est en termes de méthode de travail. Aujourd'hui, je pense que le télétravail a montré ses preuves, même en termes de productivité. Donc, il y aura peut-être une remise en question enfin, le présentiel aujourd'hui va être totalement remis en question parce qu'on n'est plus dans être au bureau et rester peut-être après les heures pour montrer que l'on travaille, mais plutôt en termes de productivité, en termes de livrables à remettre. Et je pense que même la vie de tout le monde va changer. Il y aura une meilleure organisation du temps de travail. C'est très, très important. Il y aura peut-être un équilibre qui va se faire en tout ce qui est vie professionnelle et vie personnelle, et on le voit très bien. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus, et c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire les heures de travail au bureau ne sont pas les plus importantes, mais c'est plutôt ce qu'on va faire en termes de livrables, en termes de productivité, en termes d'efficacité qui fera la différence. Donc nous, aujourd'hui, on s'est complètement retrouvés dans ce télétravail et aujourd'hui, on le voit, et pas plus tard, tout à l'heure, je lisais un article, mais les plus grosses entreprises américaines vont adopter le télétravail tout le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, Twitter va vraiment l'instaurer. Encore une fois, il faut qu'il y ait quand même qu'il y ait un juste équilibre. Moi, je pense, vu de notre côté, et c'est vers quoi on se dirige, je pense qu'on se retrouvera plus jamais au bureau tous ensemble. C'est-à-dire, il y aura certainement des roulements qui vont se faire, mais il faut trouver un équilibre dans le sens où il ne faut pas qu'on soit très loin de nos bureaux tout le temps, parce il faut maintenir quand même cette cohésion d'équipe qui a besoin encore de ce contact physique, de cet échange qui doit se faire sur place. Mais il y aura clairement un rééquilibre. Et puis, il y aura aussi une refonte des espaces de travail, je pense clairement. Aujourd'hui, enfin, pour retenir peut-être que notre cas, il y aura clairement un moment ou un autre, vu qu'on ne peut pas être tout le temps au travail ensemble, il faudra revoir les espaces de travail pour laisser à chacun la distance nécessaire, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de liens entre les différents départements. Donc, il y a clairement des choses qui vont se faire par rapport à cette notion de temps d'espace de travail. Après, sur une autre échelle, peut-être que je vais devancer en termes de questions. Au-delà de cette notion de télétravail qui a été imposée par cette situation de crise, je pense que nous, par exemple, en tant que fonds d'investissement et particulièrement en tant que fonds opérant dans les nouvelles technologies, euh, on, on se dit peut-être que cette innovation technologique qu'on n'arrêtait pas de marteler, qu'il fallait qu'elle soit au centre des discussions des grands groupes, aujourd'hui, elle a été imposée par la force. C'est-à-dire, et on le voit très bien. Tout le monde s'est lancé dans cette transformation digitale. Peut-être parfois à leur dépens, peut-être parfois parfois par la force, et tout le monde a compris que finalement c'était quelque chose qu'il fallait développer bien en amont avant de se retrouver dans cette crise sanitaire. Et aussi, je pense qu'il y aura des budgets qui vont être alloués à tout ce qui est R&D, à tout ce qui est innovation, à tout ce qui est transformation digitale, dématérialisation des process, parce qu'aujourd'hui, on est à cette crise-là et on sait très bien qu'on va être appelé à affronter à nouveau peut-être d'autres crises et il faut être armé. Peut-être que cette fois, on n'était pas assez armé, mais pour rester dans la course et rester totalement compétitif, je pense qu'il faut repenser ce volet innovation technologique dans les grands groupes, les petits groupes au niveau même des structures étatiques et le faire en le pensant et pas le faire sous la contrainte de cette façon-là et dans l'urgence. C'est vrai que ça donne des effets, mais juste magnifiques quand on voit aujourd'hui que même les tribunaux
peuvent tenir certaines auditions aujourd'hui sur Internet. C'était complètement impensable avant. Et tout cela est voilà, ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, non, pour nous, ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a énormément d'opportunités, même d'investissements qui vont se profiler. Et puis, moi, je pense qu'il faut quand même rester positif. On va s'armer, on va se relever. Peut-être ça, on mettra beaucoup de temps à se relever, mais on va se relever et on va se transformer, être totalement compétitif, Inch'Allah. Alors justement, quel après, selon vous, Dounia, peut-on envisager et surtout, comment se préparer au mieux? Eh ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire s'armer au mieux, c'est-à-dire remettre l'innovation vraiment au centre des discussions dans tous les groupes, quelle que soit la structure. Et puis, ne plus penser que vraiment l'innovation est quelque chose de périphérique, qu'on peut rajouter à certains projets à la fin pour que ça fasse bien, mais ça doit être vraiment le début des discussions. C'est-à-dire faire en sorte que ça soit que ça soit vraiment le niveau de l'ensemble des projets structurants de toutes les structures. Et libérer les énergies, c'est-à-dire aujourd'hui, en termes de créativité, en termes de ressources, on a montré que le Maroc possède de réelles compétences. Juste voir comment certains chercheurs se sont mobilisés en termes de respirateurs artificiels, en termes de masse, c'est-à-dire on sent très bien qu'il y a qu'il y a une vraie matière grise qui demande juste à être, enfin, à ce qu'on fasse appel à eux pour démontrer vraiment démontrer vraiment ce qu'ils peuvent faire. Et, et du coup, vu de ma casquette, hein, moi, je suis pas sur quelque chose de très macro, mais vu de notre côté, c'est-à-dire pour que cet écosystème entrepreneurial fonctionne vraiment de façon optimale, il faut que les ponts soient solides entre les universités, les entreprises, c'est-à-dire le privé, l'État. L'État doit également faire de plus en plus confiance aux jeunes entreprises, quelle que soit leur assise financière, et ne plus les mettre au dernier rang, que ce soit dans des appels d'offres, que ce soit dans des grands sujets qu'ils ont. Il faut intégrer aujourd'hui la start-up et les entreprises technologiques dans le process. Et je pense que ça va un peu changer la structure économique que l'on a aujourd'hui. De toute façon, on l'a bien vu. Aujourd'hui, TE représente plus de 90% du tissu industriel. Ils ont montré lors de cette crise que ce sont ceux qui peuvent se mobiliser le plus, qui peuvent amener vraiment des réponses claires à nos problématiques. Et il faut, si vous voulez, peut-être qu'on va utiliser de grands mots, mais aujourd'hui, l'innovation frugale prend tout son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut innover avec ce que l'on a dans des temps records et pour répondre à un besoin vraiment très précis. Et être totalement inclusif aussi, ça c'est hyper important. C'est-à-dire aujourd'hui, si on avait investi peut-être davantage dans le mobile money, dans enfin, des zones les plus reculées, on aurait peut-être pu réagir beaucoup plus rapidement et de la façon la plus optimale. Aujourd'hui, il faut penser technologie, il faut penser inclusif et il faut penser c'est-à-dire il faut penser intervention globale avec tous les pans de la société, que ce soit les universités, le public, le privé. Voilà, il faut que toutes les forces vives se mobilisent pour montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on peut amener comme réponse claire à cette crise et au-delà de la crise. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont révélées sur la partie chercheurs, sur la partie université, sur la partie, enfin les gens qui continuent à travailler pour nous. Aujourd'hui, nous, on est confinés, mais c'est parce qu'il y a encore de la livraison à domicile qui fonctionne, il y a encore pas mal de choses qui fonctionnent. C'est-à-dire c'est des gens vraiment qu'il faut remettre à leur propre place, même au-delà de la crise. Je pense que cette crise, de toute façon, n'est pas encore finie. On va apprendre à vivre avec. C'est un virus qui va être intégré dans notre quotidien. Donc, je suis de nature toujours optimiste et je pense que je vais le maintenir même en temps de crise. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites et qui vont être faites, qui vont faire qu'on se relèvera peut-être meilleur de cette crise, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel et autres.
Alors justement, vous disiez, par rapport aux différents scénarios, est-ce que vous avez envisagé aujourd'hui quels pourraient être les différents après possibles? Vous disiez justement, on n'est pas encore sorti de la crise et c'est très juste. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a justement, de par votre métier, différents plans par rapport à ce qui pourrait se passer par la suite? Honnêtement, je pense que là aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire et plus, enfin, personne n'a vraiment un scénario optimal en tête à dérouler. Aujourd'hui, on ajuste en fonction de ce que on vit au quotidien. Et puis du coup, ben, tout va être repensé en fonction de ce vécu-là. Mais en termes de scénario, en termes d'après, Oui. ce mot après, vraiment, c'est le mot à utiliser, mais peut-être qu'on est en train d'apprendre avec ce virus-là. Il n'y a pas de situation idéale, optimale à avoir. On est en train d'apprendre. Et puis, toutes les évolutions, ça reprend tous les échanges qu'on a eus là-dessus ensemble. Il y aura de nouveaux secteurs, il y aura de nouvelles choses sur lesquelles on va garder un œil beaucoup plus focus qu'avant. Il y aura une autre façon de travailler. Il y aura une autre énergie avec l'ensemble des structures de la société qui va être déroulée. L'après aujourd'hui, peut-être qu'il peut être très flou, mais on a quand même pas mal d'idées. Mais il n'y a pas encore de scénario totalement optimal à mettre en place. Très bien. Alors justement, est-ce que vous verriez quand même dans cette nouvelle configuration, vous avez cité effectivement beaucoup de choses, de nouveaux besoins qui pourraient émerger dans l'entreprise, hein. Je ne parle pas de ce que vous avez déjà évoqué, à savoir les nouvelles méthodes de travail, la refonte également des espaces de travail et l'innovation, hein, qui doit devenir inhérente à l'organisation, vous l'avez dit. Est-ce que vous verriez des besoins particuliers qui pourraient émerger au sein de l'entreprise ou de la société en général? Des besoins, c'est au niveau de la société, je pense que beaucoup de métiers de restauration ou d'hôtellerie ou autres vont clairement soit peut-être pas disparaître, mais être repensés en fonction de tout ce qui s'est passé. Même par rapport au retail, on va être vraiment dans de la digitalisation la plus totale. Et tous les business qui ont pensé à mettre en place des services de livraison ou des digitalisations de leurs services ou la mise à disposition de leurs services en ligne, finalement, seront ceux qui s'en sortiront le mieux. Aujourd'hui, c'est pas on est dans du contactless, mais plus ça se digitalise et je pense que mieux c'est pour tout le monde et mieux c'est même pour l'économie. C'est-à-dire on n'a plus besoin d'être toujours dans des services de proximité. Je pense tout le monde prendra le recul nécessaire pour repenser l'ensemble des services qui bâtissent nos vies aujourd'hui au quotidien. Alors, merci beaucoup, Dounia. C'était très riche comme éclairage. Merci à vous. Merci à vous. C'est vrai que peut-être qu'on a lancé pas mal d'idées et que peut-être qu'on aura l'occasion de les creuser un peu plus dans d'autres spots. Et je voudrais vous féliciter, vous, parce que vous êtes vraiment l'exemple des personnes qui ont su switcher au bon moment et ce concept-là est quelque chose qui marche vraiment très bien. Enfin, moi, je vous ai suivi par rapport aux autres interviews que vous avez fait et ça a été vraiment très bien pensé. Donc, vraiment, bravo pour ce que vous faites. Puis, en termes de crise, il n'y a pas mieux que de la communication et vous le faites très bien. Un grand merci, Dounia Boumehdi. C'était vraiment très, très riche. Je ne sais pas s'il y a un dernier point éventuellement que vous auriez aimé partager avec nous ou si on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour et s'il y a un dernier point, et puis je pense qu'il faut rester quand même optimiste. Oui. Moi, je garderai ça en dernier mot. Et puis, tant qu'il y a tant qu'il y a une volonté, je pense il y a vraiment une vraie volonté de changer les choses, on devrait y arriver. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Je partage totalement. À très bientôt, Dounia Boumehdi. Je l'espère. À très bientôt. Cette fois-ci. Au revoir. Au revoir.